Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture. J'ai donc 4 livres à vous présenter. On va commencer sans plus tarder, sinon ça va durer des plombes. Alors je vais vous les présenter par ordre chronologique de lecture, on va dire. Ça va être en gros toutes mes lectures d'avril. D'abord j'ai lu Après nos corps étrangers que je vous avais déjà présenté en vlog. J'ai lu L'Empereur blanc de Armel Carbonell. Alors je l'ai lu via NetGalley qui est, vous savez, un site qui permet d'avoir des services presse numériques si vous en faites la demande. Certaines maisons d'édition peuvent accepter, d'autres non. D'autres requièrent un peu plus de conditions que simplement être blogueur ou bibliothécaire. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés, bref. Je crois que c'est Mazarine, oui, qui avait accepté ma demande sur ce bouquin-là. Donc je l'ai lu en numérique et j'ai tout simplement adoré ce polar. Enfin, disons que c'est peut-être plus un thriller qu'un polar. En gros, ce livre, comment le résumer, sachant qu'il est... C'est assez... Enfin, comment dire que c'est un peu un ovni, quoi, dans son genre, parce qu'il mélange, je trouve, les codes de l'horreur et du thriller. On va être, en fait, donc, dans l'Arkansas, au fin fond de l'Amérique, je dirais. Je sais même pas où se situe cet état, bref. Dans une maison qui s'appelle Crescent House. Dans cette maison, il s'est passé un drame en 1965. Un écrivain du nom de Bill Ellison, je crois, je sais plus, je crois que c'est ça, qui a été massacré par le Ku Klux Klan en fait. C'était un écrivain et il a été totalement encerclé, assiégé par le Ku Klux Klan et massacré. C'est atroce, bref. Du coup, cette maison depuis est réputée hantée. Et donc, 5 auteurs n'ont rien trouvé de mieux que de s'y rendre pour se donner un petit peu le frisson le temps d'un long week-end prolongé, pour un peu stimuler leur créativité et pour avancer dans leurs écrits. Donc voilà que nos 5 amis débarquent à Crescent House et va s'en suivre l'histoire. Donc ça va être la première partie, nos personnages un peu enfermés dans cette maison, dans cette espèce de huis clos. Mais très vite, les éléments vont se défouler. Il va y avoir des disparitions un peu inquiétantes, des choses qu'on n'explique pas trop qui vont se passer dans cette maison. Donc il va y avoir la tension qui va monter, l'angoisse aussi, ça va être crescendo jusqu'à l'explosion. Bref, je vous en dis pas plus. Et la deuxième partie est un peu plus basée enquête, thriller, voilà. Donc c'est comment dire, c'est difficile à décrire en fait, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment deux grosses parties bien distinctes, mais qui forment un seul et même roman. Moi j'ai adoré, j'ai préféré, contrairement à beaucoup, j'ai vu la première partie, je l'ai largement préférée parce que j'ai adoré ce côté horreur, Armel Carbonell qui joue avec les codes de l'horreur, avec les clichés. Mais d'un côté elle arrive quand même à nous foutre un peu les poils et à nous angoisser et moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai adoré son écriture qui est très noire, enfin qui joue avec cette noirceur pour nous foutre encore plus l'angoisse et j'ai trouvé ça d'une noirceur mais très poétique. C'est bizarre à dire mais son écriture était pour moi sublime. C'était le premier roman de l'autrice que je lisais et ce sera certainement pas le dernier. Pour moi, elle fait partie des autrices comme Louise May ou encore Maud Mayeras, je les mets un peu dans le même panier, qui arrivent à te foutre un coup de pied ou un coup de poing ou une claque et tout en ayant une écriture magnifique, tout en je sais pas, en ayant ce pouvoir de la beauté de l'écriture, de la psychologie aussi des personnages, parce que nos auteurs ont des psychologies tellement bien fouillées et on sent qu'il y a une certaine rancœur, que leur amitié est bien plus complexe que ce qu'elle n'y paraît. Enfin, il y a tout ce côté très psychologique, je trouve, qui est commun aux 3 autrices que j'adore et dont je veux tout lire. Et voilà, donc vraiment j'ai adoré ce livre. De plus, l'autrice est très accessible sur Instagram et c'est un plus pour moi, hein, voilà, autant vous le dire. Même si c'est pas très, c'est pas très objectif et c'est arrivé après ma lecture, mais c'est quand même un petit plus, voilà, ça donne envie de lire ces livres. Et non, franchement, foncez sur l'Empereur blanc parce que c'est un polar, un thriller, plutôt un thriller français qui vaut vraiment le coup.
Ensuite, j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Il me semble que c'est son 3e roman. Je l'ai longtemps repoussé cette lecture parce que je l'avais depuis vraiment longtemps dans ma palle. Et c'est vrai que je l'ai repoussé parce que c'est vrai que la thématique me faisait un peu peur. Moi, les thématiques de rupture amoureuse, etc., ça me fait peur. J'ai peur que ça me rappelle certaines choses. Je suis un peu sensible à ce niveau-là. Et je sais pas, c'est pas une thématique que j'aime retrouver dans les romans. Et je me suis dit, Virginie Grimaldi, connaissant son écriture, elle va vachement être dans l'émotion et tout. Et j'avais un peu peur en fait. J'avais pas envie de pleurer, j'avais envie de passer un bon moment. Et du coup, bon, je me suis quand même enfin lancée. J'ai lu en lecture commune avec ma copine Whitney et c'était une très bonne expérience. Moi j'ai bien aimé ce livre. Bon, d'abord je vais vous dire de quoi il parle, ça serait mieux. Mais en gros on va être avec Pauline qui a 40 ans. Elle se fait larguer par son ex, enfin par son mari. Au bout de 10 ans de mariage, elle n'a rien vu venir en fait. Bon, elle a vu que leur couple battait un peu de l'aile, mais elle s'est pas dit voilà, il va me larguer ou quoi que ce soit. Et du coup, elle est un peu choquée et elle a du mal à s'en remettre. Et elle va décider de lui envoyer tous les jours pendant je sais pas combien de semaines, ou 2 mois, je crois, ou 3 mois, enfin bref. Elle va décider d'essayer de reconquérir son mari en lui envoyant des lettres. Et du coup, dans ces lettres, elle va reparler de leurs plus beaux souvenirs, tout ça, et pour essayer de le faire revenir, quoi. Donc ça va être ça l'histoire. On part d'un postulat assez simple. Au milieu, il faut savoir qu'il y a un petit bout de chou, voilà, qui a quelques années, je sais plus quel âge il a exactement. Mais du coup, il va y avoir ce problème de la garde, partagée, pas partagée, voilà. Donc ça va un peu complexifier. Ouais, bref, vous avez compris, un peu, oui, complexifier les choses. On va avoir aussi beaucoup la thématique de la famille, puisque Pauline va se retourner vers sa famille pour être soutenue. Elle va retourner habiter chez ses parents. Avec ses parents, elle n'avait pas forcément une relation très... elle n'était pas très très complice, elle s'était vachement éloignée et tout ça. Donc on va y avoir quand même ce côté vachement famille dans ce livre. Honnêtement, j'ai passé un plutôt chouette moment, divertissant. J'adore toujours la plume caustique de Virginie Grimaldi qui me fait mourir de rire. Mais cet humour, je trouve, devenait un petit peu plus lassant dans la seconde moitié du livre. J'ai un peu moins ri, je levais parfois les yeux au ciel. C'est vrai que c'était efficace au début, mais après, je sais pas trop si c'est moi qui me suis lassée ou si c'est la plume qui a un peu changé ou je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu plus lourd, disons, lors de la seconde moitié du livre. Voilà, en fait, j'ai juste pour vous dire, j'ai bien aimé l'émotion que traduit Virginie Grimaldi, et les émotions que traduit Virginie Grimaldi, le chagrin d'amour, les retrouvailles avec la famille, la reconstruction de soi. Enfin bref, je trouve qu'elle est très très juste dans les émotions de nos personnages. Et ça, voilà, je veux dire, c'est un sans faute pour moi. Après, j'ai pas forcément aimé les choix qu'elle a fait dans la seconde moitié du livre. J'ai pas trop compris certaines choses qui pour moi étaient inutiles. Bon, je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler. Certains personnages sont trop secondaires justement et pas assez développés. J'aurais aimé que ça soit un peu plus creusé. Donc en bref, j'ai passé un chouette moment. J'ai bien aimé parce que je suis pas impartiale, parce que j'aime bien la plume de Virginie Grimaldi, j'aime bien ses histoires, j'aime bien ses entre guillemets ses morales, si morale il y a. J'ai bien aimé en fait le double choix qui s'offre un peu à nous. Voilà, est-ce que c'est mieux de se séparer complètement et d'oublier en fait, de se reconstruire chacun de son côté parce que c'est trop dur, il y a quelque chose qui a été cassé et on peut pas réparer ce qui a été cassé dans un couple, ou est-ce que c'est mieux justement de prendre sur soi et de foncer coûte que coûte, d'essayer de soigner notre couple même si il y a vraiment quelque chose de cassé en 1000 morceaux. Et comment faire pour réparer ça? Voilà, on sait pas où l'autrice va nous emmener finalement, on le saura qu'à la fin. Et j'ai bien aimé voilà comment elle parle de ces deux choix possibles. Voilà, j'aime bien comment elle parle de chagrin d'amour, de l'amour en général. Mais c'est sûr que pour moi ça reste juste un bon moment. C'est pas un roman qui restera gravé dans ma tête parce que par exemple, j'ai préféré d'autres romans de l'autrice comme Le premier jour du reste de ma vie ou Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui sont à ce jour mes 2 romans préférés de l'autrice, où j'ai trouvé qu'elle excellait un peu dans le côté feel good, dans le côté vraiment drôle et émouvant. Je trouvais que c'était un peu survolé.
surtout dans la deuxième partie, mais ça reste quand même un super bon moment, ça reste quand même l'écriture de Virginie Grimaldi, ça se dévore sur la plage, sur votre canapé partout, avec un cappuccino ou que sais-je, franchement, c'est du feel good, ça se lit très bien et c'est très agréable, voilà, je veux pas dire autre chose, c'est très agréable. Ensuite, j'ai lu Le tailleur de pierre de Camilla Lackberg, je l'ai lu en audio, alors je vais pas trop vous en parler parce que franchement, c'est un troisième roman, donc de la saga de Camilla Lackberg, justement, Erika Falk et Patrick Edstrom, je vais m'en sortir. Et s'il y a bien une saga d'enquêteurs où il faut vraiment commencer par le premier tome, c'est bien cette saga-là parce que franchement, la vie des personnages est autant, voire plus importante que l'enquête par moment. Si vous commencez par le troisième tome qui est Le tailleur de pierre, vous allez passer à côté de énormément de choses dans la vie privée de nos personnages, ça va vous agacer parce que vous n'allez pas comprendre grand chose et aussi ça va vous énerver parce que l'enquête, vous allez peut-être trouver que l'enquête n'est pas assez équilibrée par rapport à la vie privée des protagonistes, donc vraiment je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci directement mais plutôt par le premier qui est La princesse des glaces. Du coup vous verrez peut-être si vous accrochiez au style de l'autrice, à la manière dont elle écrit ses enquêtes, dont elle construit ses personnages, etc. Parce que le premier tome est assez indicateur en ce sens. Si vous accrochez pas à la plume, c'est sûr que ça sert à rien de persister si vraiment vous aimez pas, quoi. Ici donc dans le tailleur de pierre, nous allons être donc toujours avec Erika et Patrick. Et en fait, on retrouve une petite fille noyée. Donc voilà, petit trigger warning, on a quand même un meurtre sur une enfant, un meurtre d'enfant. Donc même si c'est pas dans les viscères, c'est pas glauque, c'est pas gore, etc., c'est quand même un meurtre d'enfant. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et du coup, ça va être Patrick qui va mener l'enquête. Et Erika est un peu en retrait dans ce tome-ci. Je vous dis pas pourquoi, vous le verrez. Au niveau de la vie privée de nos personnages, donc on suit toujours le couple Patrick et Erika qui a sa petite évolution, voilà, petit à petit, et aussi divers personnages qui gravitent autour. Erika notamment s'est fait une amie qui s'appelle Charlotte et qui va être aussi au centre de cette enquête. Bref, donc on retrouve la sœur d'Erika, enfin on a vraiment tous nos personnages qu'on retrouve, c'est pour ça d'où l'importance de les lire dans l'ordre parce que du coup on a ce plaisir de retrouver nos personnages, de voir comment ils ont évolué, d'évoluer avec eux en fait tout simplement. C'est ce petit côté cocooning, c'est pour ça que pour moi c'est une saga policière très cocooning, ça fait bizarre de dire ça, c'est presque une antithèse, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le plaisir de retrouver dans ce petit village de pêcheurs à Fjällbacka en Suède tous les personnages qu'on a laissés le tome précédent et de voir qu'est-ce qui leur arrive, voilà, et de suivre leur évolution, c'est vraiment pour moi ce petit côté de satisfaction et ce côté cocoonisant, si ça existe, je ne sais pas, j'invente, je m'en fous, mais c'est ça que j'aime beaucoup. Le point fort pour moi de Camilla Lackberg et dans tous ces tomes, c'est l'alternance passé-présent. Je trouve que vraiment, elle a un truc dans l'alternance passé-présent, elle le gère vraiment. Et je pense que c'est commun quand même aux polars nordiques, aux auteurs nordiques, parce que je retrouve ça chez Erik Axelsson, j'ai retrouvé ça chez Camilla Greb aussi. Et là, chez Camilla Lackberg, c'est vraiment flagrant comment elle arrive à nous présenter un passé qui, de prime abord, n'a rien à voir, et d'un coup de tout regrouper, enfin, c'est incroyable. Donc on va suivre dans les années 20 une gosse de riche en fait qui est un peu la fille à papa insupportable. Il va lui arriver plein de mésaventures et petit à petit tout va se regrouper un petit peu, tout va se recouper et vous allez voir comment, évidemment je vous dirai pas. Mais c'est vraiment fascinant et en fait les deux parties, le passé de cette jeune fille qui grandit, qui vieillit, à qui arrivent des choses et le présent avec l'enquête, ou alors avec nos personnages, la vie privée de nos personnages. Tout est fascinant, tout est bien foutu, tout est bien rythmé. Il y a quand même pas mal de personnages, ceux qui sont récurrents et ceux qu'on retrouve que pour cette enquête. Donc il faut quand même les situer et tout ça. Avec les noms nordiques, c'est pas forcément facile dès les premiers chapitres. Mais on arrive très vite à savoir qui est qui, le pourquoi du comment et tout ça. Donc moi je trouve ça vraiment accessible niveau écriture, c'est très fluide, ça se lit très vite. Et c'est pour ça qu'en audio j'ai adoré parce que je trouve qu'en audio, je sais pas, c'est très fluide, on a envie de savoir la suite, ça se lit tout seul, ça s'écoute tout seul, donc j'ai vraiment adoré cette aventure, on va dire.
Et il me tarde de lire le 4e tome. Voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus, juste que c'est vraiment une saga qu'il faut peut-être tester. Voilà, tester le tome 1, franchement, ça mange pas de pain. Euh, c'est assez représentatif de ce que va être la saga ensuite. Et du coup, pour le dénouement, j'avais vu venir certaines choses parce que malheureusement, j'avais lu dans une de mes lectures précédentes une thématique que l'on va retrouver à la fin. Et du coup, je me suis très vite, je me suis doutée que c'était ça. Et c'est dommage. Donc, c'est pas ma faute, mais on va dire que c'est la malchance, quoi. C'est le hasard. Mais franchement, à part cette surprise qui m'a été, enfin voilà, un peu arrachée, on va dire, j'ai adoré même le dénouement, comment, voilà. Il y a une espèce de petit cliffhanger sur nos personnages à la fin, que j'ai adoré aussi, qui donne envie de poursuivre la saga, évidemment. Je sais pas, j'aime beaucoup cette série de livres. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, au-delà du fait que c'est un polar nordique et que j'aime de plus en plus ce genre, et que j'adore l'écriture de Camilla Läckberg et le côté un peu soft quand même, faut le dire. C'est pas des polars, par exemple, c'est pas du Millennium ou du Erik Axel Sund dans le glauque, la noirceur, etc. Ça va être beaucoup plus soft. Et c'est ça aussi que j'aime bien. Voilà, dans les polars, il y a différents niveaux de noirceur et de glauque. Et de temps en temps, un petit polar soft, bah, ça fait du bien. Ensuite, donc, dernière lecture à vous présenter, c'est L'homme à l'envers de Fred Vargas. Alors, si vous avez vu peut-être le live de Séverine de vendredi, le vendredi dernier, je ne sais pas exactement quand c'était, bref, j'en ai parlé en fait je suis passée en live rapidement pour en parler, parce que je trouve que Fred Vargas n'est pas assez, je sais pas, représenté sur les réseaux. J'ai l'impression qu'elle est peut-être passée de mode, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le 2e tome de la saga Adamsberg, qui est un commissaire, donc Jean-Baptiste Adamsberg, à Paris. Ici, nous ne sommes plus à Paris, contrairement au 1er tome. Nous sommes dans un polar totalement rural, dans le parc du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village qui s'appelle Saint-Victor-du-Mont. Et nous ne suivons pas Jean-Baptiste Adamsberg, il va arriver bien après, il est assez en retrait dans ce livre-là, mais nous suivons son ex-compagne qui s'appelle Camille. Et Camille, elle vit, voilà, j'allais dire d'amour et d'eau fraîche, pas du tout, non, mais elle vit de sa débrouillardise, puisqu'elle sait un peu tout faire. Elle fait des musiques pour les feuilletons, elle bricole à droite à gauche, elle va réparer des chaudières, des trucs. Vraiment, c'est la fille multitâche, elle sait tout faire, elle bricole mieux que jamais, je sais pas comment elle fait, mais bref, elle est super débrouillarde. Elle est tout le contraire d'Adamsberg, hein, le commissaire Adamsberg, qui est très rêveur, qui est très mou, qui est toujours dans les vapes, voilà, et qui arrive quand même à résoudre des enquêtes, mais qui est toujours dans ses songes. Je sais pas où il est, mais il est pas là, quoi. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce polar rural? Comme vous voyez sur la couverture, il y a un beau loup. On va, les bergers vont être mécontents parce qu'il va y avoir de plus en plus d'attaques de loups sur les troupeaux de brebis. Et un beau jour, ce ne sont plus des brebis qui sont retrouvées égorgées, mais une bergère, une femme qui était très respectée à Saint-Victor. Et on se dit, mais c'est pas possible qu'elle ait été égorgée par un loup, parce qu'elle n'a pas eu la bêtise d'acculer le loup. Donc c'est bizarre, en fait, il y a quelque chose qui cloche dès le début. Et il va y avoir des superstitions qui vont ressurgir, le loup-garou, etc. Donc on se dit, est-ce qu'on va partir vraiment vers le fantastique, le loup-garou et tout ça? Parce que Fred Vargas arrive vraiment à mettre un certain suspense, quoi. Est-ce qu'on va partir dans le côté fantastique? Est-ce qu'on va rester dans le truc très réel? Voilà, au début on se dit, attends, qu'est-ce qui va se passer? Et elle arrive à ménager ce suspense-là. Elle arrive à vraiment aussi montrer la tension, la haine des bergers pour les loups, qui est vraiment, je pense, qui existe dans notre monde, qui est réelle, qui n'est pas que fictive. Elle arrive à le retransmettre avec une telle force, et on sent vraiment toute cette rancœur qui a traversé les siècles entre l'homme et le loup, surtout les bergers, qui sont les premiers visés. Et c'est tellement fort, et je sais pas, j'ai adoré cette histoire. D'habitude, c'est vrai que les polars ruraux, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai essayé avec Franck Bouich, j'ai pas trop aimé. J'avais adoré avec Seules les bêtes, par contre, de Colin Niel, qui était excellent. Mais ici, franchement, j'ai adoré parce que ce livre va mêler enquête, puisqu'on va partir un peu sur les routes, parce que le loup semble avoir un itinéraire un peu meurtrier, un peu sanglant. Et il se pourrait que la bergère ne soit pas sa seule victime. Donc on va se demander, mais qu'est-ce qui motive le loup? Est-ce que c'est vraiment un loup? Est-ce que c'est pas quelque chose d'autre qui se cache derrière?
Enfin bref, on va avoir plein d'hypothèses et on va partir sur les routes. Camille va être embarquée dans cette aventure, donc je vous dis pas comment, et on va être dans une espèce de road trip enquête. Donc vraiment ce côté aventure qui est important. Il n'y a pas que une enquête pure et simple. Avec Fred Vargas, ce serait trop facile, hein. C'était juste une enquête peu originale. Là, ça va pas être conventionnel. La forme, pour la forme, oui, Fred Vargas, c'est enfin, pas compliqué, mais disons qu'il faut accrocher à son écriture, sinon vous allez être très vite désemparé parce qu'on est beaucoup dans les pensées de nos personnages et nos personnages sont tous un peu bizarroïdes, ils ont des lubies très bizarres, très étranges. Du coup, Fred Vargas, quand elle va être en introspection avec ces personnages-là, les pensées ou même les dialogues vont être à la limite de l'absurde et parfois vous allez vous dire mais où je suis, dans quel livre je suis, mais c'est fait exprès. Il y a ce côté caustique dans l'écriture, il y a ce côté sarcastique, enfin il y a vraiment énormément de choses dans ce livre. Alors vous inquiétez pas, le côté polar est très présent, il y a un début, un milieu, une fin, vous aurez un dénouement à l'enquête, etc. C'est vraiment très bien fait, moi j'ai rien vu venir, j'étais un peu sur le cucu, j'avoue. Ça m'a vraiment surprise, hein. Voilà, je pensais pas être surprise dans ce polar-là. Et vraiment, je l'ai été de bout en bout. On est peut-être plus dans le côté fou, un peu barré, un peu loufoque, mais le côté quand même polar, puisqu'on reste dans une enquête, on reste dans un cas de meurtre, donc de poursuite, de course-poursuite du loup. Donc évidemment oui, qu'il y a une espèce d'enquête. Après, peut-être que vous pouvez commencer par celui-ci si vous voulez pas, parce que c'est un tome 2 et c'est vrai que la vie d'Adamsberg ou la vie de Camille n'est pas très présente non plus dans ce livre. Donc vous pouvez aisément commencer par celui-ci si vous voulez plutôt attaquer par un polar rural cette saga. Mais c'est dommage parce que le premier tome qui est L'homme au cercle bleu est quand même très bon aussi, même s'il est très urbain. Moi, je suis psychorigide des sagas, hein. Je commence par le tome 1, donc je pourrais pas, mais je peux comprendre, et celui-ci est très très bon. Après, voilà, c'est subjectif. Il faut se dire qu'on n'est pas dans un polar conventionnel avec cette autrice. Il faut le savoir, et il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très... de très classique. Voilà, c'est pas du tout classique, mais ça reste très maîtrisé. Je veux dire, il y a une enquête, rien n'est laissé au hasard. Ça part un peu parfois dans tous les sens au niveau de la forme, au niveau des personnages qui sont un peu étranges, mais au niveau de l'intrigue, tout est bien ficelé, tout est nickel. Donc il y a ce côté décalage, contraste entre le fond et la forme, et j'ai adoré. C'est juste du Fred Vargas, elle amène sa patte et c'est unique. Maintenant, il faut accrocher tout simplement. C'est comme tous les auteurs, je pense. Il faut se dire que ça va pas être très très classique. Et après, je pense que ça pourrait le faire avec vous. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Je vais poursuivre la saga avec. Ça en est tout pour ce petit point lecture. Je vois que j'ai presque parlé une demi-heure. C'est super encore. Mais voilà, ça en est tout. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures. En ce moment, je suis dans des lectures qui ne me passionnent pas, hein. Vous verrez ça sûrement dans un prochain update. C'est vrai que je suis pas dans un très bon mood. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je me recentre sur ce que j'aime, parce que là, je me laisse un petit peu déborder par les emprunts médiathèques, la pression de me dire j'ai quelques services presse, il faut quand même que je les lise parce que sinon ça craint. Voilà. Et j'ai fait un énorme tri de ma palle aussi. Donc, ouais, j'aurais peut-être pu vous montrer, mais c'était un peu trop. J'en ai un peu trop viré parce que j'en pouvais plus de voir une palle énorme. Ça me met trop la pression. Bref, donc j'arrête ce petit blabla. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye.